La Steam Machine a été annoncée le 12 novembre 2025. Depuis, on n'a pas vraiment d'infos ni sur une date de sortie officielle, ni sur le prix de la machine. Et bien que les specs ont été partagés le jour de l'annonce, elles ont laissé pas mal de personnes perplexes. Le matériel proposé a déjà 3 ans. Pour rappel, le processeur est sur architecture Zen 4, ce qui correspond au Ryzen 7000. Ici, à la rigueur, je m'inquiète pas vraiment. Mais du côté du GPU, je suis un peu plus inquiet parce qu'il est sur une architecture qui date aussi d'il y a 3 ans, à savoir l'architecture RDNA 3. En prime, il n'aura que 8 Go de VRAM, ce qui est assez peu, surtout que Valve a annoncé que la Steam Machine pourrait faire tourner des jeux comme Cyberpunk en 4K 60 FPS. Bref, en attendant des nouvelles de Valve, et comme je suis impatient, je me suis dit qu'il était temps de monter ma propre Steam Machine. Alors évidemment, si Valve n'a rien annoncé pour le moment niveau prix et date de sortie, c'est selon moi à cause de l'envolée du prix de la RAM et de la NAND en général. L'objectif de la Steam Machine est pour moi d'offrir un PC au format console abordable. Alors Linux Tech Tips avait fait une vidéo pour essayer de voir quel serait le prix d'une Steam Machine si on prenait les composants en 1 à 1, mais il y a plusieurs points où je suis en désaccord. Déjà parce que Valve a des composants semi-custom avec probablement pour objectif de réduire le coût avec des composants légèrement castrés. Je pense notamment au GPU qui a moins de compute unit que la RX 7600 de bureau, mais aussi parce qu'ils ont des partenariats privilégiés, notamment avec AMD, donc les tarifs en direct et en volume sont probablement bien inférieurs aux tarifs unitaires auxquels on a accès. Pareil pour les composants choisis par Linux Tech Tips comme la carte mère qui propose des étages d'alimentation faits pour supporter des CPU bien plus consommateurs que celui de la Steam Machine, ou encore avec bien plus de ports USB, PCI, etc. que celles proposées par la Steam Machine. L'objectif de Valve est d'en avoir une carte mère custom qui remplit pile le cahier des charges de la Steam Machine. Bref, tout ça pour dire que bien que Linux Tech Tips a tenté d'être très rigoureux sur ses choix de composants, je pense que c'est bien plus complexe que ça. Leur proposition basée sur les prix historiques les plus bas me paraît être plus cohérent avec l'objectif de Valve, et le silence de Valve sur la date de sortie et le prix de la Steam Machine me semble rejoindre cet objectif. Bref, impossible de connaître le prix de la Steam Machine puisqu'elle est composée quasi exclusivement de composants custom ou semi-custom, et personnellement au-delà de 600 €, ça me paraît être trop cher si Valve compte avoir le même succès qu'avec le Steam Deck. Mais on n'est pas ici pour parler de la Steam Machine de Valve, mais plutôt de ma Steam Machine personnelle, et pour le coup mon objectif n'était pas d'avoir la machine la moins chère possible, mais plutôt la machine la plus équilibrée possible, avec des composants de dernière génération plutôt abordables. Pour le coup, je suis parti sur un processeur AMD Ryzen 5 9600X, en premier lieu parce que c'est un processeur que j'avais sous la main, mais vous pouvez aussi envisager de partir sur un 7600X, voire un 7500F si vous voulez économiser un peu plus. Au niveau du refroidissement, je suis parti sur un ventirad Noctua NH L9A, qui est un petit ventirad compatible avec le boîtier que j'ai choisi. Par contre, ne vous fiez pas à sa petite taille, il est largement suffisant pour refroidir le 9600X sans le moindre souci. Ensuite, j'ai installé 16 Go de RAM DDR5 6000 MHz CL36. 16 Go, c'est encore suffisant pour jouer, surtout qu'ici le système d'exploitation choisi est Linux pour coller avec l'expérience de la Steam Machine, et Linux est clairement moins gourmand que Windows en termes d'utilisation de la RAM. Ça permet aussi de limiter l'impact du prix de la RAM sur le coût total de la machine. Pour la carte mère, j'ai pris la ASRock B650i Lightning. C'est une petite carte mère au format ITX qui est en général assez abordable pour de l'ITX bien sûr. Je vous ai mis les liens vers tous les composants en description pour les curieux. Je vous ai aussi mis des alternatives moins chères quand c'était possible. Pour l'alimentation, je suis parti sur la Cooler Master V850 au format SFX. C'est une bonne alimentation qui est certifiée Gold et ATX 3.1. C'est une alimentation que j'avais déjà sous le coude. Par contre, vous pouvez aussi économiser en partant sur une alimentation 650 watts. Pour le SSD, c'est un Kingston NV3. C'est une valeur sûre qui n'est pas trop chère en général, même si ici aussi le prix des SSD a beaucoup augmenté ces derniers temps. Du côté de la carte graphique, j'ai choisi la AMD RX 9060 XT équipée de 16 Go de VRAM. C'est une carte graphique que j'avais achetée il y a quelques mois, 380 € lorsque j'avais fait mes tests sur Linux, et franchement elle m'avait bluffé par ses performances plus que correctes pour le prix. C'est une super petite carte graphique que je peux vous recommander les yeux fermés. Et si vous êtes plus team Nvidia, vous avez la RTX 5060 Ti 16 Go qui
qui globalement est aussi puissante. Par contre, elle est plus chère, entre 100 et 200 € de plus. Et on finit avec le boîtier. Je voulais un boîtier très compact mais avec un look vraiment sympa qui s'intègre bien dans mon salon. J'ai donc choisi le Fractal Terra. C'est un boîtier mini ITX de 10,4 litres qui propose un montage en sandwich, c'est-à-dire la carte mère d'un côté et la carte graphique de l'autre. Le boîtier est juste magnifique en aluminium anodisé. Il a vraiment un look premium et c'est clairement ce que je recherchais. Le seul point un peu dommage est qu'il ne supporte pas de water cooling. Enfin, techniquement, on peut y mettre un petit water cooling de 120 mm si je dis pas de bêtises, mais au détriment de la carte graphique, donc pour moi c'était hors de question. Au passage, je ferai une prochaine vidéo sur ce boîtier, mais en y mettant tous les composants les plus puissants que j'ai sous la main, histoire de remplacer mon PC actuel qui utilise le boîtier Cooler Master NR200P V2 Max. C'est un très bon boîtier ITX, mais qui fait un peu plus de 18 litres. Bref, on a une belle petite machine, mais il nous faut maintenant un OS pour profiter de tout ça. Et vu que l'idée était d'avoir la même expérience qu'avec la Steam Machine, j'ai installé Bazzite OS avec par défaut le mode Gamescope qui permet de démarrer la machine directement dans le mode console avec Big Picture et optimisé pour utiliser le moins de ressources possible. En gros, c'est la même interface que le Steam Deck et c'est vraiment parfait pour une expérience console. Du coup, l'installation se fait en quelques clics, c'est vraiment trivial et on arrive rapidement sur l'interface de SteamOS. Ici, on n'est pas dépaysé puisqu'on retrouve l'interface Big Picture et tous nos jeux Steam. Personnellement, j'ai 95% de mes jeux sur Steam, donc c'est particulièrement adapté pour moi, mais pour ceux qui ont leurs jeux sur Epic Game Store, Battle.net, GOG et autres, c'est aussi possible d'installer vos jeux. Vous avez par exemple l'application Heroic Launcher qui vous permet d'installer en quelques clics vos jeux depuis d'autres stores et de les importer directement dans l'interface Steam Big Picture pour que vous puissiez toujours avoir tous vos jeux dans la même interface. Par contre, tout n'est pas parfait non plus et autant retirer le pansement dès maintenant. Beaucoup de jeux avec un système anti-cheat ne fonctionnent pas sur Linux. C'est à la charge des développeurs de rendre les anti-cheats compatibles avec Linux et certains jeux avaient même par le passé un support Linux comme Apex Legends, mais ils ont décidé de retirer le support Linux de leur système anti-cheat pour des raisons qui m'échappent complètement. Par contre, tous les jeux avec un système anti-cheat n'ont pas forcément de problème sur Linux. Je pense notamment à Overwatch 2, Ark Raiders ou encore Helldivers 2. C'est des jeux qui tournent sans problème sur Linux. Après, il est tout à fait possible de faire la même chose sur Windows pour ceux qui voudraient absolument avoir Windows comme OS, que ce soit pour pouvoir jouer à des jeux non compatibles Linux ou tout simplement parce que Linux est trop intimidant pour vous et je respecte totalement ça. En tout cas, j'ai joué toute la semaine sur ma Steam Machine et j'ai adoré l'expérience. J'ai pu jouer à Dune Awakening en attendant l'arrivée du chapitre 3 qui devrait apporter d'ailleurs pas mal d'améliorations au endgame. J'ai aussi passé pas mal d'heures sur Warframe qui se joue très bien en mode console. Avant ça, en plus d'y jouer sur PC, j'y jouais sur mon Steam Deck branché sur la télé et pour le coup, avec cette machine, l'expérience est juste extra, ça tourne exceptionnellement bien avec les paramètres en élevé et en 4K. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir sur Forza Horizon 5, surtout que je trouve que c'est vachement plus fun d'y jouer sur télé. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour acquérir un volant Fanatec CSLDD pour remplacer mon volant Logitech GT Force. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur le volant Fanatec CSLDD vous intéresse. Je me suis aussi replongé dans No Man's Sky que je n'avais pas relancé depuis 3 ans et mon dieu, qu'est-ce qu'il a évolué. Y jouer sur télé était aussi vraiment fun, le jeu étant particulièrement coloré, le rendu avec la télé OLED est juste magnifique. Bref, je me suis vraiment régalé de jouer sur le canapé avec une expérience console en complément de mon PC. Ça m'a permis de redécouvrir des jeux mais aussi de jouer de manière un peu plus relax. Pour mettre un peu de contexte, mon PC je l'utilise à la fois pour travailler et pour jouer et le fait de jouer dans mon salon m'a permis de créer une vraie coupure et d'apprécier mes jeux différemment. Parlons un peu des performances. Ici je vais pas rentrer dans les détails très poussés non plus parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Linux pour le gaming, sur la RX 9060 XT, etc. Donc vous pouvez aller voir mes vidéos dédiées à ces sujets si vous voulez creuser tout ça. Mais en bref, mon expérience en 4K avec ma Steam Machine a été vraiment excellente. Alors je ne vous cache pas que je n'ai pas le même niveau d'exigence lorsque je joue avec une manette sur la télé comparé au PC. Sur PC, je suis particulièrement sensible à la stabilité du framerate et à l'input lag et globalement j'attends d'avoir minimum 90 FPS stable sur des jeux solo comme Cyberpunk par exemple. Autant sur télé, avoir 60 fps me suffit amplement et avoir des paramètres graphiques moins élevés ne me dérange pas non plus parce que je suis assis à environ 2 mètres de la télé, donc difficile de voir la différence entre certains paramètres en moyen plutôt qu'en élevé comparé à quand je suis assis à 40 cm de mon écran PC. Donc tout ça pour dire que même si la RX 9060 XT n'est pas un monstre en 4K, c'est clairement suffisant pour jouer confortablement. Et au pire, il était toujours possible d'activer un peu de FSR voire de la frame generation pour booster les performances.
vous faire une idée, sur Warframe en 4K avec les paramètres en élevé, le jeu était bloqué à 120 fps sur l'ensemble de mes parties, ce qui correspond au taux de rafraîchissement maximum de ma télé LG C1. Donc clairement des conditions idéales pour jouer. Sur Forza Horizon 5 en 4K avec les paramètres en élevé, sans FSR et avec du ray tracing en moyen, même constat, j'étais aussi à 120 fps constant, ce qui est vraiment impressionnant. Avec un volant, ça serait parfaitement jouable, à savoir qu'on recherche à avoir une connexion parfaite entre le volant et le jeu. Quand je dis connexion parfaite, je parle du feeling. On n'a pas envie d'avoir d'input lag, ni même un framerate inconsistant ou trop bas, ce qui ruinerait l'expérience de jeu. Ici, aucun souci à se faire. À titre indicatif, en ultra, on a plutôt 100 fps en moyenne, ce qui reste totalement correct. Sur Cyberpunk 2077, en 4K avec les paramètres en élevé et du FSR sur Quality, on est à 63 fps en moyenne dans le benchmark du jeu. Clairement, c'était parfaitement jouable dans ces conditions. Encore une fois, pour une expérience console. Si on active la Frame Generation, on monte à 97 fps en moyenne, toujours dans le benchmark du jeu. Donc comme vous avez pu le voir, avec des composants de dernière génération, mais relativement modestes, on peut avoir une expérience typée console vraiment satisfaisante. Alors évidemment, certains d'entre vous vont me demander pourquoi ne pas avoir tout simplement acheté une console. Eh bien déjà parce que j'ai l'équivalent de 3400 € de jeux sur mon compte Steam, donc racheter tous les jeux, c'est juste hors de question. Et même si c'était juste racheter les jeux auxquels j'ai joué en 2025, ça reviendrait à dépenser environ 600 €. L'autre point est que je suis un bidouilleur et la bidouille sur console c'est juste pas possible et j'aime le fait de pouvoir tout optimiser, notamment au niveau des paramètres graphiques. Ceci étant dit, je comprends totalement que l'objectif de cette vidéo et l'audience intéressée par ce genre de projet restent assez niche. Ça serait bien moins complexe d'acheter tout simplement une console, mais l'écosystème console est juste pas fait pour moi. Ça fait 24 ans que je joue sur PC, donc c'est pas prêt de changer. Par contre, mon mode de vie et le fait d'être papa me permet pas d'avoir autant de temps pour jouer et des fois, plutôt que s'enfermer dans le bureau, être dans le salon permet d'avoir une expérience un peu plus sociale. Et je sais que c'est ce qui est recherché par certains d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si la Steam Machine est un produit qui vous intéresse et si ce type d'expérience console est quelque chose que vous recherchez aussi. Personnellement, ça a été vraiment fun à réaliser et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Encore une fois, tous les liens vers les produits sont en description de la vidéo et si vous passez par mes liens, ça permet de me soutenir. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!